Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Une nouvelle équipe gouvernementale entre en scène en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika a procédé ce jeudi à un remaniement ministériel qui a touché plusieurs portefeuilles importants. Coup d'État manqué au Burundi, le général putschiste Godefroid Niyombare a annoncé ce vendredi la reddition de ses troupes alors que le président Pierre Nkurunziza serait en route pour Bujumbura. Et puis, signature de l'accord de paix ce vendredi à Bamako au Mali, une cérémonie qui se déroule en l'absence de la rébellion dominante Touareg qui réclame des discussions supplémentaires. Remaniement ministériel en Algérie. L'annonce a été faite ce jeudi par décret présidentiel, mais aucune explication n'a été fournie. Au total, 13 portefeuilles sont concernés, dont celui de l'intérieur, de l'énergie et des finances. Ibrahim Ndiaye. Remaniement ministériel en Algérie. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a procédé ce jeudi 14 mai à un remaniement ministériel. On note le départ de plusieurs ministres, notamment celui de l'Intérieur, de l'Énergie ou encore des Finances. Au total, 13 ministères ont été concernés par ces changements. Habituellement, le président Bouteflika change le gouvernement pratiquement après une année ou 2 ans. Cela a été constaté largement depuis son arrivée au pouvoir en 1999. C'est le 13e gouvernement du président Bouteflika en presque 16 ans de règne. Disons que ce changement a été motivé par plusieurs choses. D'abord, le secteur de l'énergie a connu ces derniers temps une crise puisqu'il y a un effondrement des cours pétroliers et gaziers et le ministre de l'énergie sortant, qui s'appelle Youssef Lessuie, a été un peu critiqué de n'avoir pas prévu cet effondrement sur les cours pétroliers, surtout que l'Algérie dépend en grande partie donc de l'exportation des hydrocarbures, gaz et pétrole. Et deuxième chose pour le ministre de l'énergie, c'est la crise sur le gaz de schiste. Vous savez qu'il y a des protestations dans le sud algérien. La population refuse tout projet de gaz de schiste dans la région de Ain Salah notamment parce que ça touche donc à l'environnement et notamment à l'eau. Le ministre de l'Intérieur a également quitté le gouvernement pour des raisons personnelles. La ministre de la Culture, Nadia Labidi, n'a pas été reconduite dans ce nouveau gouvernement qui doit désormais s'attaquer au chômage qui frappe le pays. La priorité, c'est d'abord de s'attaquer à du chômage, parce qu'il y a une grande crise de chômage en Algérie. Il y a des protestations partout, des manifestations notamment dans le sud algérien. Deuxième chose, c'est de redresser la barre de l'économie. C'est une économie qui est presque en faillite en raison de l'effondrement des cours pétroliers. On n'a pas pu construire, le gouvernement actuel ou ceux qui l'ont précédé, construire une économie productive. L'Algérie produit 1,2 million de barils par jour. Les hydrocarbures contribuent pour 60% au budget de l'État algérien et rapportent plus de 95% de ses recettes extérieures. L'économie souffre de la chute vertigineuse du prix du baril du pétrole. Nouveau rebondissement au Burundi. Le chef des putschistes, le général Godefroid Niyombare, a annoncé ce vendredi la reddition de sa troupe. Plusieurs responsables du groupe ont été arrêtés par les forces restées loyales au président Pierre Nkurunziza. À le point sur la situation avec Ibrahim Ndiaye. Échec de la tentative de coup d'État au Burundi après 2 jours de confusion et d'intenses affrontements entre soldats loyalistes et putschistes dans la capitale Bujumbura. Ce vendredi 15 mai, les militaires menés par le général Godefroid Niyombare ont annoncé leur reddition. Plusieurs responsables de la rébellion ont été arrêtés et selon certaines sources, l'ancien chef des renseignements burundais serait en fuite. Un scénario qui, selon certains observateurs, conforte la position du président Pierre Nkurunziza. L'échec de la tentative de coup d'État renforce le président Nkurunziza. D'abord sur le plan militaire, il a bien compris que beaucoup de camps militaires n'ont pas suivi les putschistes et donc qui le suivent. Donc il a pu tester la loyauté de ces unités. Nkurunziza a été reconnu par la communauté internationale comme étant encore le président du Burundi. Oui, bien sûr, parce que constitutionnellement, il est toujours le président du Burundi jusqu'à la fin de son mandat. Alors la question du 3e mandat pose un souci parce que déjà même au sommet de l'East Africa Community, ils n'ont pas eu le temps de débattre de cette question parce qu'il y a eu le coup d'État au Burundi. Pour sa part, l'opposition appelle au respect des accords d'Arusha et de la Constitution. Elle promet également de continuer les manifestations si le chef de l'État sortant maintient sa candidature à un 3e mandat. Les Burundais aujourd'hui savent très bien, d'ailleurs même la communauté internationale,
qu'il y a un problème au Burundi, un problème épineux. Alors le problème épineux, c'est effectivement le troisième mandat du président Nkurunziza et surtout que la communauté internationale, le clergé burundais, mais aussi nous qui avons organisé les manifestations contre ce troisième mandat, on se retrouve sur un seul point crucial. On ne peut pas piétiner les accords d'Arusha. La violation des accords d'Arusha, la violation de la Constitution, ça voudrait dire que l'on ouvre une porte à tous les malheurs pour ce pays. En ce qui nous concerne, nous allons aussi continuer ces manifestations en disant non au troisième mandat de président Nkurunziza. Selon la présidence burundaise, le président Pierre Nkurunziza serait de retour sur le territoire. Même si la situation est maîtrisée pour le moment, la crise politique demeure dans l'impasse. À noter que le général Godefroy Niyombare, à l'origine de cette tentative de coup d'État, a lui aussi été arrêté ce vendredi par les forces loyales au président Pierre Nkurunziza. Journée décisive au Mali, l'accord de paix doit être signé ce vendredi par les autorités et les groupes Touareg du Nord. Mais l'issue de la cérémonie reste incertaine, des groupes rebelles du MNLA ayant exprimé quelques réticences. Aminata Diak. C'est un acte important vers la paix au Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad a paraphé ce jeudi 14 mai l'accord de paix intermalien à Alger en Algérie. Un pré-accord a été paraphé le 1er mars 2015 par le gouvernement malien, la médiation et certains groupes armés, mais des mouvements, notamment le mouvement de l'Azawad, avaient refusé de le signer. La signature de l'accord de paix à Alger est un acte encourageant. Je pense que la nouvelle du document par nos frères et sœurs de la coordination des mouvements armés de l'Azawad augure des perspectives heureuses. Ça veut dire que nos frères et sœurs de la coordination du mouvement de l'Azawad veulent aller vers la paix. Et nous estimons qu'il faut maintenant les mettre en confiance pour que de ce paraphe aille résolument vers la signature de l'accord. Combat pour lequel nous, notre association qui est créée en 2002 est en train de mener par rapport au retour de tous les fils du pays, de tous les enfants du pays au sein de la République, une et indivisible. Au sein de la République, ça veut dire quoi? République res publica, ça veut dire qu'au sein de l'état de droit, un état de droit que nous devons reconstruire, que nous devons consolider, que nous devons fortifier après la signature de cet accord fortement attendu pour le 15 mai. Toutefois, un autre rendez-vous important attend l'ensemble des acteurs du conflit. En effet, ce 15 mai à Bamako, les négociations doivent aboutir à la signature d'un accord définitif pour le retour de la paix dans le nord Mali. J'ajouterais, nous avons déjà annoncé la couleur. Nous avons dit paraffer et signer c'est une chose, mais la mise en œuvre en est une autre. Et je pense que le plus dur est à venir. Et pour que nous puissions ensemble surmonter ces difficultés et avoir en tout cas un lendemain lumineux pour notre pays, pour notre sous-région qu'elle fait, et retourner également à la communauté internationale, la confiance que cette communauté internationale a placée en notre pays, il faut que tous les fils du pays signent cet accord. Le texte qui doit être signé ce vendredi 15 mai prévoit entre autres la création d'assemblées régionales. Il ne prévoit pas, comme le souhaite Bamako, ni autonomie ni fédéralisme. Dans l'actualité également, Nouakchott et Pretoria renforcent leur coopération. La Mauritanie et l'Afrique du Sud ont conclu ce mercredi un accord de coopération économique qui permettra aux acteurs dans les deux pays d'échanger leurs produits et de profiter mutuellement de leur expérience. L'accord débouchera sur un programme qui sera exécuté prochainement et qui prévoit de nombreux échanges commerciaux. En Guinée, la kinésithérapie reste encore peu connue du public. Or, 34% de la population est sujette aux accidents vasculaires cérébraux ou à des crises d'hypertension artérielle. Des maladies qui, dans bien des cas, laissent de lourdes séquelles, d'où l'importance des kinésithérapeutes. Voyez ce reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant à Conakry. Chaque jour, Fatoumata Dabo fait le même exercice. Elle aide ses patients à remarcher, à reparler ou à retrouver des habitudes acquises dès l'enfance, mais perdues après un accident vasculaire cérébral. Elle exerce ce métier depuis une dizaine d'années. Depuis un an, elle reçoit des malades dans un centre de rééducation aménagé au sein de l'hôpital sino-guinéen de Conakry. Le premier contact avec le patient compte beaucoup pour Fatoumata et son équipe. Les malades qui sont désorientés, on cherche d'abord à les rassurer avant de faire le traitement.
Après ça, quand ils sont rassurés maintenant, on commence le traitement de la récupération du côté malade. Superviseur commercial dans une entreprise de Conakry, Mohamed Keita a eu son accident il y a quelques mois. Depuis, il passe ses nuits à l'hôpital sino-guinéen de Conakry. Aujourd'hui, il débute ses séances de rééducation avec l'équipe de Fatoumata Dabo. Comme beaucoup de Guinéens, il ignorait l'existence d'un service de kinésithérapie dans les hôpitaux. Après sa première séance, il espère un jour retrouver la mobilité de son côté droit. Si je suis avec eux pendant quelques jours, dans un moment, je trouverai la force. Mohamed Keita reviendra très souvent dans ce cabinet. Son traitement doit durer 3 semaines, mais cet exercice peut prendre plusieurs mois en fonction de la gravité du handicap que présente chaque patient. Ici, le traitement se fait selon une méthode chinoise, comme l'explique Fatoumata. On commence d'abord par l'acupuncture. On a les petites aiguilles, on pose ça sur les points. On stimule pour pouvoir récupérer. En même temps, on fait le renforcement musculaire. Fatoumata fait essentiellement la rééducation à l'hôpital, entourée de son équipe pour éviter tout accident qui pourrait subvenir à domicile. Chaque jour, son équipe travaille avec 3 à 5 malades, mal de dos, chevilles en souffrance, rééducation du genou. Les masseurs kinésithérapeutes redonnent force et mobilité à leurs patients. Mais en Guinée, principalement dans cet hôpital, la plupart des cas enregistrés sont généralement des victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.